Cette émission vous est présentée par Vitoli, pour vivre en santé plus longtemps. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission La santé autrement, l'émission durant laquelle nous mettons en valeur les principes de la santé intégrative. La question d'aujourd'hui, pensez-vous qu'il est possible de manger santé en mangeant du gras? Bien, il faut peut-être sélectionner les gras, les bons gras. Les avocats sont des gras, mais ils sont sains. Les noix, les arachides. C'est sûr qu'il y a toujours les allergies, mais il y a une façon de travailler avec les bons gras. Il y a des gens spécialisés en nutrition, les naturopathes. Je pense que tout le monde peut mettre du sien pour favoriser une bonne alimentation, surtout avec les gras, les bons gras. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Le gras puis le sel, c'est mortel. Le gras, en partant, on sait que ça bloque les artères du cœur. Oui, il est possible de... Il y a plein de manières, en fait. Là, il y a des bons gras. Donc, peu importe dans qu'est-ce qu'on mange, là, il y a du positif dans chaque aliment. Oui. Parce qu'il ne faut pas manger rien que ce qu'ils nous disent, là, comme la nutritionniste de TVA. Là. Elle, je l'aime pas. Parce qu'elle, elle nous fait manger du tofu à l'année. Ça serait rien de... Oui, on peut manger santé puis manger gras de temps en temps. Oh non! Le moins possible, le gras. Des réponses très partagées de notre Vox Pop sur un sujet très controversé. Vous savez, comme scientifique, ma formation m'amène à douter de tout. En fait, dans le but toujours d'essayer d'observer la forêt pour mieux comprendre l'arbre. Dans le domaine du gras en alimentation, nous avons été beaucoup influencés au cours des dernières années par les publications dans les médias, en fait, de certains messages qui venaient, en fait, troubler notre compréhension de l'apport du gras en alimentation humaine. Ici, je fais entre autres référence au message du Times Magazine, à 30 ans d'intervalle, durant lesquels on nous a présenté donc des perceptions très différentes au niveau du gras, qu'aujourd'hui, nos médias vont même nous parler des bénéfices santé du gras et de comment on pourrait l'utiliser en tant que tel en santé humaine. Donc aujourd'hui, pour en parler, nous allons avoir deux médecins, un pharmacien, un naturopathe, et j'accueille avant tout Dr Anne-Isabelle Dionne, la médecin de l'émission, qui est avec nous à toutes les semaines. Bonjour Anne-Isabelle. Bonjour. Donc, penses-tu que c'est possible de manger santé en mangeant du gras? Absolument que c'est possible. Le gras, c'est même essentiel. En fait, il y a plein d'acides gras essentiels qu'on n'est même pas capable de fabriquer par nous-mêmes et qu'il faut aller chercher dans l'alimentation. Et le gras, on oublie que ça fait partie de la physiologie humaine, c'est la source de nos hormones, ça permet l'absorption de certaines vitamines liposolubles, A, D, E, K. Ça nous permet de synthétiser des sels biliaires, ça nous permet de faire la membrane de nos cellules, d'assurer une bonne connectivité à travers nos neurones. Alors, si on n'avait pas de gras dans l'alimentation, on finirait par développer certains types de carences. Alors oui, c'est essentiel. Pourquoi on a développé une aussi grande aversion par rapport au gras dans les dernières décennies? Je vous ramène dans les années 50-60, quand un chercheur renommé qui s'appelle Ancel Keys a publié des données dans des études observationnelles qui fait état d'un lien entre une incidence plus élevée de maladies cardiovasculaires et de la charge de gras dans l'alimentation. À partir de ce moment-là, il y a eu un énorme mouvement anti-gras qui a débuté, malgré que la qualité et la méthodologie de ces études soient absolument critiquables. Et évidemment, qui ne serait pas opportuniste que de prendre cette opportunité d'introduire l'industrie du sucre qui en a profité pour dire « Ah bien, le gras, c'est mauvais, alors le sucre, c'est bon. » On a remplacé tous les corps gras des aliments transformés pour faire la promotion du sucre et des glucides en général. Et bien entendu, c'est là qu'on a vu la santé de la population décliner. Depuis ce temps, les incidences de diabète, syndrome métabolique, résistance à l'insuline, maladies cardiovasculaires, démence d'Alzheimer, obésité ne cessent d'augmenter. Et on commence à s'interroger dans les dernières décennies. Là, on s'est dit, coudonc, est-ce que ça se pourrait qu'on se soit trompé par rapport à ces conclusions-là qu'on a tirées?
Plusieurs études ont été refaites, des grandes revues systématiques, et on peut maintenant émettre la conclusion que les gras, c'est pas si mauvais que ça. Il est possible qu'on ait fait fausse route pendant toutes ces années-là en coupant une substance essentielle puis en faisant la promotion de façon erronée d'une autre qui, finalement, a causé plein de problèmes de santé. Donc, malheureusement, on s'est trompé pendant beaucoup d'années, Ouais. en fait, en tant que tel. Et on aurait dû porter attention au sucre qu'aujourd'hui, on sait qui est responsable de beaucoup de problèmes de santé de notre époque, dont la majorité des maladies chroniques. Tout à fait, tout à fait. Puis, c'est important de mentionner que la façon dont la science, elle est faite en nutrition, elle est de très mauvaise qualité. En général, les études en nutrition utilisent des questionnaires où les gens doivent se rappeler dans les mois précédents qu'est-ce qu'ils ont mangé, en quelle fréquence, quelle portion de fruits et légumes, combien de portions de gras à travers leur repas. Alors, c'est très, très susceptible de tirer des mauvaises conclusions quand on retrouve cette méthodologie-là à travers les études de nutrition. Puis, il faut aussi faire la différence que le gras peut être absolument nocif quand on le consomme avec des aliments riches en sucre, par exemple. Donc, un gras qui vient d'une petite portion de viande de bonne qualité, nourrie à l'herbe, chassée dans le bois, accompagnée de légumes verts en grande quantité, d'huile d'olive, de beurre, il n'y a aucun problème à ça. Mais le gras, avec la même quantité, mais dans un pain hamburger avec des frites puis du ketchup, c'est là que ça devient une bombe inflammatoire et qui s'est directement liée à l'incidence de maladies cardiovasculaires. C'est très, faire la très important. différence. Oui, c'est très important de faire cette nuance. Tout à fait. Il y a un autre volet qui est très important à prendre en considération, comme médecin de famille, bien entendu. On est les gens qui sommes en première ligne, les plus à même à dépister les problèmes de santé cardio-métabolique, comme les problèmes de cholestérol. On regarde des fois aveuglément les valeurs de LDL, qui sont les protéines de faible densité, de mauvais cholestérol, comme on appelle, et on nous recommande, dans les lignes directrices de cardiologie, de traiter avec des statines lorsque les valeurs de LDL excèdent un certain seuil en présence de certains facteurs de risque qui, malheureusement, ne comportent pas tous les facteurs de risque qu'on connaît à l'heure actuelle là, par le biais d'un calcul qu'on appelle le score de Framingham. Alors, c'est malheureux, mais cette façon de prendre en charge le cholestérol est totalement insuffisante, connaissant maintenant la physiologie de la fabrication des gras et de l'alimentation riche en gras. Il faut s'intéresser à beaucoup d'autres choses que les LDL. Alors, il y a aussi les HDL de bonne qualité, les LP petit a, les ratios entre le triglycéride et les HDL, la résistance à l'insuline, d'autres protéines de faible densité qu'on peut reconnaître à travers le ApoB qu'on peut mesurer. Alors, il n'y a pas juste le LDL à prendre en considération, puis il faut savoir qu'il y a plusieurs patients qui mangent quand même riches en gras, faibles en glucides, même cétogènes, qui vont rester avec un beau bilan lipidique, voire même l'améliorer par rapport à un état très perturbé au préalable. Ah, c'est vraiment passionnant. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Bienvenue. Allons maintenant voir qu'est-ce qu'en pense notre pharmacien, M. André Perrault. Bonjour André, merci d'être avec nous. La question d'aujourd'hui, pensez-vous qu'il est possible de manger santé en mangeant du gras? Je vais bien sûr t'inviter à nous parler de ta pratique comme pharmacien avec le lien, en fait, avec le gras, bien sûr. Oui, c'est sûr que les gens n'arrivent pas comme ça dans l'aire de consultation pour nous parler « je veux venir vous parler de gras aujourd'hui ». Tu sais, les gens viennent nous parler de gras quand? Bien, généralement, c'est parce qu'ils arrivent du bureau du médecin, que le médecin a analysé leur prise de sang, puis que les gens ont un taux de cholestérol trop élevé. Donc, ils ont une dyslipidémie quelconque. Et ils arrivent avec une prescription de quoi? De statine. On en entend tellement parler des statines. Je pense que le marché au Canada, c'est plusieurs milliards par année, puis c'est parmi nos meilleurs vendeurs, entre guillemets, en pharmacie. Alors, il y a à peu près 10 à 11 de la population du Canada qui va utiliser des statines. Alors, la question, c'est comment ça se fait que les médecins prescrivent des statines? C'est que le rôle du médecin, lui, c'est d'analyser ton risque cardiovasculaire. C'est-à-dire, c'est quoi le risque que la dyslipidémie puisse être un élément additionnel qui s'additionne au même risque, aux autres risques. Et puis, les médecins fonctionnent encore, le monde médical fonctionne encore avec une échelle où on donne un score. L'hypertension, ça donne 8 points. Le diabète, 24 points. Le cholestérol, 8 points. Puis à un moment donné, si tu arrives à 100, ça veut dire que
tu as 100 des chances dans les 10 ans à venir d'avoir un accident vasculaire. Fait que c'est sûr que le médecin, lui, c'est un petit peu son travail de dire, mon patient, je dois analyser c'est quoi son risque et de prescrire une statine. Si j'avais un petit commentaire à faire, c'est peut-être qu'on est peut-être vite sur la statine. Il y a probablement les gens qui sont en bas de la fourchette, là, leur risque d'avoir un problème cardiovasculaire, quand ils sont en bas de l'échelle, est-ce que, avec tous les inconvénients que ça peut apporter, ils devraient en prendre? Je ne le sais pas. Puis je dirais, l'échelle d'autre base, c'est que les gens très âgés. Moi, j'ai parlé à un médecin la semaine passée qui m'a dit que quand il y a un patient 75 ans et plus qui se met à faire du cholestérol, il ne va pas vraiment prescrire une statine à cause des inconvénients, les effets indésirables. Parce qu'il y en a des effets secondaires. Bien, le principal effet, c'est les gens se plaignent, puis nos patients, ils nous rappellent là, au bout de quelques jours, puis des fois, ça peut arriver au bout de quelques semaines ou même quelques mois. Habituellement, c'est des douleurs. C'est des douleurs, puis les gens s'imprécient. En fait, ça peut être musculaire. Les gens disent « j'ai mal aux jambes », etc. Puis là, moi, je leur dis souvent, on peut faire un test, là, arrêtez-le pendant une semaine. Puis là, on voit qu'effectivement, les statines causent ces problèmes-là. Puis des études ont démontré que il y a 70 des gens qui prennent des statines, qui ont des douleurs avec les statines, mais qui tolèrent quand même leurs douleurs. Parce qu'ils se disent, mon cholestérol... Tu sais, le patient, lui, là, il ne fait pas la différence entre cholestérol, triglycérides, HDL, LDL. Pour lui, là, quand il vient me parler, moi, le client, avec sa prescription, le patient, il dit, bon, je fais du gras, donc gras égale, ça va bloquer mes artères, je vais faire une crise cardiaque. Puis lui, il ne distingue pas, il ne fait pas de distinction là-dessus. Alors, on peut dire probablement qu'il y a une certaine fourchette de gens qui sont en bas du risque cardiaque, qui prennent des statines, chez qui ça ne serait peut-être pas nécessaire. Puis je dirais qu'il faudrait repenser rendu un certain âge. En passant, moi, je peux vous dire que la Régie d'assurance maladie au Québec a déjà soumis une discussion dont j'ai eu connaissance, qu'à partir d'un certain âge, on aurait pu couvrir les statines. Il y a des pays en Europe où, à partir de 75 ans, sont plus couvertes. Parce que les risques, évidemment, les inconvénients dépassent les bénéfices. Fait que, finalement, on revient un petit peu à... Moi, quand j'arrive avec un patient comme ça, j'ai dit aussi qu'il y a d'autres choses qu'il peut faire dans sa vie là, pour améliorer son risque cardiovasculaire. Je veux dire, on le sait, là, on va en parler, puis on en a parlé. Il peut arrêter de fumer, il peut diminuer sa consommation d'alcool, il peut améliorer son activité physique, ses habitudes alimentaires, etc. Fait qu'en gros, je pense que la grosse conclusion, c'est que les gens devraient penser que les gras, il y a les bons gras, il y a les mauvais gras. C'est pas moi qui va vous faire les explications diététiques ou alimentaires là-dessus, mais dites-vous que le cerveau, le meilleur carburant du cerveau, c'est du gras. Donc, il faut consommer du gras, définitivement, pour bien les hormones, les vitamines liposolubles, comme on l'a dit. Et ne pas penser juste à la médication quand on pense, en fait, au gras. Non. De considérer, donc, que le gras a un rôle à jouer, en fait, dans le corps humain. Et c'est peut-être pas la solution de chercher à le baisser à tout prix. Bien, en passant, les hormones, testostérone, etc., c'est fait à base de gras. Alors, si on manque de gras, on va avoir un problème. Bien, merci beaucoup. Bienvenue. Et maintenant, allons voir qu'est-ce que pense notre naturopathe agréé, Dino Alicas. Bonjour Dino, merci d'être avec nous. Donc aujourd'hui, un sujet que tu connais très bien, manger santé en mangeant du gras. C'est possible? Absolument. Je pense pas que personne de tes invités va dire que c'est pas possible de manger santé en mangeant du gras. Je pense qu'il y a des nuances à apporter, ça c'est clair. La plupart des gens vont vraiment signaler parce que depuis 60-70 ans, on nous dit que le gras, c'est terrible pour la santé, donc faire des différences. Puis quand on pose la question aux gens, ils vont nous dire « Ah, les gras saturés, c'est pas bon pour la santé. » Et c'est souvent lui qui est accusé. Malheureusement, c'est pas tout à fait la réalité de la situation. Nous, en alimentation, on essaie toujours de balancer ce qu'on appelle les macronutriments, c'est-à-dire les gras, les lipides, les protéines et les glucides. Depuis ces événements-là des années 60-70, la consommation de gras a diminué d'à peu près 10 % dans la population et les maladies cardiovasculaires ont explosé. Donc, clairement, quand on a besoin d'un certain nombre de calories chaque jour, mettons 2000 calories, si je les coupe en gras, je vais les remplacer par d'autres choses.
Ce qu'on sait quand on fait des études, on a estimé que les populations bien avant nous, mettons les chasseurs-cueilleurs, dépendamment de leur localisation géographique, où ils étaient sur la planète, mangeaient à peu près 40 de leurs calories en glucides jusqu'à zéro, c'est-à-dire 0 à 40 Quand ils étaient très au nord, par exemple, les Esquimaux, bien, ils ne mangeaient pas de glucides, puis plus près de l'équateur, ils mangeaient plus de végétaux, donc plus de glucides. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a toujours été autour de 20 de nos calories en protéines. Ça veut dire si je fais 40 plus 20, bien, il reste un bon 35-40 en gras. Puis si je prends ceux qui ne mangeaient pas de glucides, ils mangeaient jusqu'à 75 de leurs calories en gras. Puis aujourd'hui, les populations plus modernes de chasseurs-cueilleurs, on pense aux Maasai ou certains Inuits du Grand Nord, là, si on ne leur a pas apporté de Pepsi, par exemple, ne souffrent pas plus de maladies cardiovasculaires, même s'ils mangent souvent beaucoup plus de gras que la population en général. Donc, il faut juste distinguer la réalité entre c'est quoi les gras qu'on peut manger ou non. Là, donc là, tu faisais référence à l'évolution humaine. En fait, quand tu parlais des chasseurs-cueilleurs, c'est pendant l'évolution humaine, c'est l'homme des cavernes. En fait, c'est la façon dont on a évolué pendant des milliers d'années. On mangeait plutôt omnivore, donc beaucoup de viande, parce qu'on était des chasseurs. On mangeait tout ce qui nageait, qui marchait, qui volait. Puis, bien sûr, on cueillait des végétaux, un grand nombre de végétaux, mais ça dépendait de la période de l'année, à quel endroit, etc. Donc, on a toujours mangé du gras saturé parce que la viande, peut-être pas le poisson, quoi qu'il y en a quand même dans le poisson, mais la viande, en général, contient des bonnes proportions de gras saturés. Donc, souvent, il y a un biais dans ces études-là qui montre que les gras saturés, c'est dangereux, ce qu'on appelle le biais du consommateur informé. Quand on fait des études puis qu'on compare des végétariens, par exemple, puis des gens qui mangent de la viande, mais qui sont des deux populations de gens qui vont dans les boutiques de produits naturels, qui mangent de la viande bio, c'est souvent des gens qui ne fument pas, qui font de l'exercice, qui font attention à leur santé. Et là, il n'y en a pas de différence au niveau des cancers et des maladies cardiovasculaires. Donc, le problème n'est pas nécessairement la viande ou les gras saturés. Moi, je pense que le problème au niveau des gras, c'est la transformation des gras. Donc, les gras de plantes végétales, comme, je ne sais pas moi, soya, maïs, des gras, des aliments qui, naturellement, n'ont pas tant de gras, mais qu'on a produits à large échelle, qu'on a complètement raffinés, transformés, ça peut présenter un problème. Mais les gras naturels, manger naturellement des aliments qu'on peut récolter ou élever, il n'y en aura jamais de problème. Puis je pense que pour moi, c'est le message que je veux passer. Là. Ah, puis c'est intéressant. Ça nous ramène dans l'esprit, justement, de la naturopathie. Tu parles de manger, justement, naturellement, d'avoir un retour à ce qui était auparavant, ce que l'être humain a connu, en fait, par le passé, la façon qu'on a évolué. Puis même nos ancêtres proches mangeaient de leur jardin, ils mettaient la cendre de leur foyer dans le jardin pour alimenter en ingrédients, par exemple, en minéraux, tout ça. Donc, on avait des aliments qui étaient riches en nutriments. Puis on ne se cassait pas la tête à savoir est-ce qu'on mange le gras du porc ou pas, ou je veux dire, les gens en mangeaient. Et à cette époque-là, là, si on remonte à 100, 200, 300 ans, des maladies cardiovasculaires, il n'y en avait presque pas. C'est apparu vraiment de façon moderne. Bien, merci beaucoup, c'est vraiment passionnant. Merci Dino. En fait, je suis content de voir la vision de la naturopathie, de manger du gras, c'est fort intéressant. Et maintenant, faisons place à un médecin, une médecin, en fait, spécialisée dans le domaine, donc une formation très particulière au niveau de l'apport de l'alimentation en gras. Dr. Catherine Bouchard va être avec nous. Bonjour Catherine. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour notre émission. Écoute, c'est vraiment une chance qu'on a de pouvoir avoir accès à une médecin qui a de l'expérience dans le domaine, qui va pouvoir nous parler en fait des applications de l'alimentation cétogène dans la pratique médicale. Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous puis avec toi aujourd'hui, Éric. En fait, moi, j'aimerais commencer en remerciant les gens du Vox Pop puis en soulignant un petit peu le fait que c'est beau de voir à quel point il y a plusieurs choses qui se disent à propos, par exemple, des gras ou en nutrition, dans le domaine de l'alimentation. Puis les opinions sont souvent contradictoires. Puis c'est difficile vraiment de faire la lumière là-dessus parce que c'est une science qui est en constante évolution. Puis même moi, comme médecin, suite à mes études de médecine, ça fait 7 ans que j'étudie encore sur l'alimentation pour essayer de comprendre mieux ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour la santé, finalement. Puis
Des fois encore, je trouve que c'est un petit peu mélangeant. C'est normal que ça soit pas simple. Hein, oui, mais concernant les gras, en fait, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut être en santé en mangeant du gras? Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que je pense que pour être en santé, il faut manger du gras. Hein, les invités juste avant moi l'ont dit, hein, c'est important le gras parce que, bon, il y a des gras qu'on doit consommer dans l'alimentation, comme les acides gras essentiels, que le gras, c'est super important aussi dans toutes sortes de fonctions vitales pour le corps. Hein. On a parlé de l'absorption des vitamines, l'immunité, la santé du système nerveux, hein, ça revient souvent. Mais le gras, non seulement c'est bon pour la santé, mais c'est essentiel d'en consommer. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait raison. Puis c'est sûr que, bien, on sait qu'il y a plusieurs types de gras. Puis il y a des gras qu'on sait qui ne sont pas bons pour la santé. Hein. Les acides gras trans qui ont été modifiés pour être solides à température pièce. C'est tout ce qui est huile hydrogénée. Il y a des gras qu'on sait qui sont bons. Hein. On voit la photo de l'olive puis de l'huile d'olive. Tous les gras insaturés, ce qui nous rappelle au régime méditerranéen. Ça va certainement... Ça, on sait quand même que... Ça fait longtemps qu'on sait que c'est bon pour la santé cardiovasculaire. Puis, bien, en fait, ceux qui sont souvent controversés, puis ça sur quoi l'opinion diverge souvent, ça va être les fameux gras saturés, hein, qui sont, on le sait encore, il faudrait y faire attention, mais dans le fond, ils ne sont peut-être pas si néfastes que ça. Selon une étude, une analyse systématique qui a été publiée dans le European Preventive of Cardiology Journal, qui est en fait un journal qui est publié en Europe en cardiologie préventive. Ce que ça nous dit, c'est qu'après avoir révisé tout ce qui a été publié dans la littérature dans les 10 dernières années, tous les types d'études qui ont été publiées, bien, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, on n'aurait peut-être pas raison d'avoir si peur que ça des gras saturés. Donc, ce qui ressort de cette analyse-là, c'est que les gras saturés ne seraient peut-être pas si néfastes pour la santé que ce qu'on pense. Ah, c'est fort intéressant. C'est fort intéressant. Puis là, ce que tu mentionnes, c'est que c'est une étude très récente. Là, exactement. Et qui est allée voir une grande quantité d'informations déjà publiées dans la littérature scientifique, puis qui a tiré la conclusion que finalement, les gras saturés, c'est pas le danger qu'on croyait que ça pourrait être. Exactement. Fait que peut-être qu'on n'a pas besoin d'en avoir si peur là, que ce qu'on a actuellement. Puis là, si on va un petit peu plus loin sur la question, parce que, bon, l'alimentation faible en glucides ou la diète cétogène, ça peut être utilisé même dans la pratique médicale. Exactement. Moi, ça fait 7 ans que je me suis intéressée au pouvoir de l'alimentation. En fait, l'alimentation, pour moi, c'est le meilleur traitement. Ah. Il y a très peu d'effets secondaires, puis c'est souvent, bien, c'est à notre portée. On le prend plusieurs fois par jour. Puis, en fait, il y a tellement de belles vertus que moi, dans ma pratique, j'ai le privilège d'avoir des patients qui viennent me voir en consultation, chez qui j'enseigne majoritairement une alimentation qui est faible en glucides. Puis c'est une alimentation dans laquelle on n'a pas peur des gras. Contrairement à la pensée populaire, c'est pas une alimentation où on se bourre de gras, où on trempe du bacon dans le beurre, hein, puis qu'on fait juste manger du gras. Mais c'est vraiment une alimentation dans laquelle on n'a pas peur des gras. On favorise des gras sains, mais on va limiter les glucides. On va avoir un apport qui est modéré en gras. On n'en a pas peur. On ne cherche pas des aliments qui sont faibles en gras. Puis je vois des choses extraordinaires dans ma pratique. T'sais, moi, comme médecin de famille, quand on m'a appris c'était quoi le diabète de type 2, bien, c'est une maladie évolutive qui menait indirectement jusqu'à des complications, un infarctus, des problèmes rénaux. Finalement, maintenant, moi, je vois des renversements de diabète dans ma pratique. Tout ce qui est santé métabolique, c'est des problèmes qui s'améliorent vraiment beaucoup avec une alimentation cétogène. Hypertension, bilan de cholestérol se normalise. On va voir souvent une perte de poids. Hein, c'est ce que les gens vont aller chercher un petit peu des fois avec cette alimentation-là, mais beaucoup d'amélioration au niveau de toutes les maladies du système nerveux central, régulation hormonale. Il y a vraiment des bienfaits extraordinaires qu'on va avoir avec une alimentation faible en glucides. Même le bilan hormonal puis le système nerveux central, tu vois des gens, en fait, que tu vois des changements. Exactement. Donc, on va voir, on le sait, il y a des études de plus en plus intéressantes qui se publient dans le contexte d'Alzheimer ou du déclin cognitif. Oui. Mais au niveau du moral, on voit aussi une stabilisation de l'humeur, une amélioration au niveau cognitif, de diminution de l'anxiété, amélioration de l'énergie. C'est des choses qu'on voit en clinique régulièrement. Ah, wow, c'est fantastique, ça. Et les gens, ils n'ont pas trop de difficultés, en fait, à mettre en application votre programme, ils sont suivis, ça se passe bien? Bien, en fait, oui. Puis je pense que le message qu'il faut se rappeler avec une alimentation faible en glucides ou l'alimentation cétogène, c'est qu'il faut garder ça simple. Des aliments sains, diminuer ses glucides, c'est la seule chose qu'il faut faire. Puis pas avoir peur du gras, comme je dis souvent. Prendre du gras pour avoir une belle satiété, choisir des bonnes sources de gras. Mais en fait, c'est très simple. Il faut justement garder ça le plus simple possible. Puis profiter de ce qu'on mange. Donc, c'est bon pour la santé, c'est simple, c'est facile à mettre en application. Certainement. Merci beaucoup, Catherine. Ça a été vraiment un plaisir de te rencontrer et de parler de médecine préventive, médecine intégrative avec toi. Avec grand plaisir.
Donc, en conclusion, avec nos 3 experts, merci d'être là, comme à l'habitude. Dr Bouchard vient de nous dire, en fait, que le gras a beaucoup de bénéfices pour la santé, qu'on ne devrait pas essayer nécessairement d'y mettre une étiquette à une raison, de considérer de manger du gras pour notre santé, tout simplement, en mangeant santé. En fait, allons peut-être vers notre naturopathe pour commencer. Dis-nous, qu'est-ce que tu en penses? Bien, je pense que, comme on en a parlé, tout le monde, il faut garder ça simple. L'alimentation, ça ne devrait pas être compliqué. Les aliments vrais, non transformés, non raffinés, ils ne sont pas dans des sacs, dans des boîtes. Donc, quand on mange des aliments de qualité, essayez de savoir s'il y a trop de gras, pas assez de gras, trop de ci, trop de ça. C'est peut-être pas la meilleure façon, je pense, d'informer les gens. Donc, prenons ça le plus simple possible et il n'y en a pas de problème. On a vu une photo tantôt qui montrait que le beurre revenait à la mode. Bien, il ne faut pas accuser le beurre pour ce que le pain et la confiture ont fait. Je terminerai comme ça. Tout à fait. Puis jamais banaliser aussi l'effet positif des comportements adjacents là, à l'alimentation, la gestion du stress, l'activité physique, qui peuvent avoir un effet anti-inflammatoire, qui peuvent diminuer aussi l'environnement dans lequel le mauvais cholestérol évolue et peut s'oxyder plus facilement, puis créer des plaques d'athérosclérose, la résistance à l'insuline, notre consommation de sucre. Donc, bon, le gras, c'est quelque chose, mais tout le reste doit être pris en considération, là, naturellement. Oui, c'est un fait qu'on revient tout le temps à nos bonnes vieilles habitudes alimentaires, qui est l'activité physique et la meilleure hygiène de vie. Je veux quand même, comme j'ai parlé de statines, je ne veux pas dire aux gens arrêtez de prendre vos statines parce qu'on s'entend que les gens qui sont à risque très élevé ont des bénéfices de diminution de la mortalité qui sont importants. Par contre, la question, c'est qu'elles ne sont pas dénuées d'effets indésirables. Puis, si vous pouvez corriger, si vous êtes dans le seuil en bas de l'échelle de ceux qui en prennent, possiblement qu'en changeant vos habitudes, vous seriez capable d'arriver à cesser le médicament, qui n'est peut-être pas trop utile. En prévention primaire, plutôt que secondaire, naturellement. Exact. Il y a un aspect qu'on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais dans le gras, il y a aussi du cholestérol. On en a parlé dans les dernières années. Il n'y a plus de problème aujourd'hui maintenant à manger des œufs ou à manger des crevettes. Bien, il n'y a pas vraiment d'études qui montrent que de consommer du cholestérol fait augmenter le cholestérol sanguin. En fait, la grande majorité du cholestérol qu'on a, on le produit nous-mêmes. C'est surtout notre foie qui le produit. Donc, l'alimentation qui contient beaucoup de cholestérol, en mesure où c'est un aliment vrai, je reviens toujours à la même chose, bien, je ne pense pas qu'il y a vraiment de problème. Je n'ai jamais vu de récentes études qui montrent ça, donc je suis assez persuadé qu'on ne devrait pas trop s'en faire de ce côté-là. Comme tu dis, ce qui arrive, c'est qu'à peu près 80 du cholestérol est métabolisé, puis 20 à peu près vient de notre diète. Fait qu'il ne faut pas culpabiliser les gens non plus, qu'il y a une partie aussi qui n'est pas contrôlable. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une consommation de gras excessive qui est toujours une conséquence d'augmenter le cholestérol. Donc ici, on en revient toujours aussi au fait que c'est important de considérer la personne en tant que telle qui est devant nous et non pas de chercher à avoir des solutions qui vont s'appliquer à tout le monde. Tout à fait. Exact, effectivement. Et merci beaucoup pour ce tour de table. Ça a été vraiment fort intéressant. Merci de votre présence. Merci à vous à la maison d'avoir été avec nous. J'espère que ces informations vous ont permis de mieux comprendre le rôle du gras en santé humaine. Je vous invite bien sûr à partager ces connaissances avec vos amis, les gens de votre famille, de façon à nous aider à faire rayonner la santé intégrative au Québec. Et on se revoit la semaine prochaine pour parler de l'usage des médicaments en CHSLD. À bientôt.